Merci d'être venu à cette séance du séminaire décolonial et universel perspectives croisées. Donc, à titre personnel, je suis très heureuse de recevoir un littéraire, Marcus Messling. Très émue aussi parce qu'il dirige le centre de recherche Kate Hamburger College à Saarbrück, où j'étais en échange pendant 6 mois. Donc, c'est une grande joie de te recevoir ici. Euh, Avant d'entrer dans le vif du sujet, dire quelques mots sur ce séminaire qui a été globalement sur le décolonial, un peu de ma faute. Et Michel tendait vers l'universel régulièrement. Et donc là, c'est une petite séance de rattrapage sur l'universel. Et en même temps, aussi un clin d'œil à notre toute première séance qui était sur un texte de Souleymane Bachir Diagne sur l'universel latéral. Et Souleymane Bachir Diagne, un de tes compagnons de route que tu as fait venir à Saarbrück régulièrement, qui est dans le conseil scientifique du Kate Hamburger College et qui est également dans les collectifs que tu as édités et que je vais faire passer tout de suite. Donc aujourd'hui, on discute l'universel après l'universalisme des littératures francophones du contemporain, qui m'intéresse tout particulièrement parce qu'il pose la question de l'universel via la littérature. Donc ça prêche pour ma chapelle, je suis ravie. Quelques mots sur ton parcours parce qu'il y a finalement qu'un Allemand pour pouvoir produire ce type de texte qui embrasse allègrement la littérature française et la littérature francophone, qui, vous le savez, est tout à fait partagée, partitionnée dans les départements de littérature en France. Donc, tu es spécialiste de littérature allemande et francophone. À la base, tu es spécialiste de Derrida. Tu pourras nous dire 2 mots peut-être sur les liens que tu fais avec Derrida. Et surtout, tu diriges un ERC sur Minor Universality, sur des recherches en littérature, sur un après possible de l'universalisme occidental. Donc, je vais faire passer cet ouvrage. Il y en a plusieurs qui sont issus de l'ERC. Celui-ci, dont on avait eu un PDF, me semble-t-il. Je peux faire passer... salut, Clara. Euh, je peux faire passer également un compte-rendu qu'on a fait avec plusieurs collègues de l'ouvrage de Marcus. Tac. 4 comptes rendus en un. Et Michel, merci, tu fais le. Voilà. Et le petit Anamosa, on fait de la. Enfin, on a de l'argent chez Anamosa, on finance à chaque fois leur publication. Non, on aime bien cette série. Le mot est faible. Et ils ont fait avec Mme Fatou Yang et Suedo le petit universalisme qui est très très bien. Donc tu as des recherches sur les littératures francophones contemporaines avec une prédilection pour Mathias Sénard et le post-exotisme, on pourra y revenir. Et cette idée de post-exotisme est en lien avec une chercheuse, je ne sais pas si tu la connais, Alice Atarianus Owenga, qui est une chercheuse suisse qui travaille sur le sabar, donc une danse au Sénégal, qu'on a fait venir la semaine dernière à l'âme, et dont le titre de son ouvrage est Pour un post-exotisme et que je trouve particulièrement intéressant. Donc c'est une anthropologue de la danse, hein, bien sûr. Elle a une entrée hyper précise sur les cours de danse à barre au Sénégal, en France et en Suisse. Et derrière ces rencontres, elle essaye d'aller au-delà du malentendu colonial. Et elle développe un peu contre Jean-Loup Amsel et ses théories sur l'exotisme, une idée d'un post-exotisme dans ces rencontres qui se font malgré tout et que je trouve assez vivifiant et que toi tu lis chez Mathias Sénard et sur la question de la boussole. Tu as également des recherches splendides sur Champollion et les fondements de l'orientalisme européen. Et tu en viens avec cette ERC à la question de l'universalisme en dialogue avec Souleymane Bachir Diagne qui nous touche beaucoup chez nous ici, avec ce volume qui est vraiment magnifique qui circule avec des textes d'Apadouraï, de Gisèle Sapiro sur la littérature, de Leïla Darly. Et puis de David Scott que tu avais fait venir aussi à Sarrebruck. Voilà, donc quelques mots pour présenter cet ouvrage pour celles et ceux qui ne sont pas littéraires et celles et ceux qui ne l'auraient pas lu. C'est un ouvrage qui interroge donc des questions d'épistémo à partir de la littérature, en prenant comme terrain
la littérature éditée, hein, avec trois exergues euh, qui donnent le ton. Une de Montaigne. Il n'est aucune qualité si universelle en cette image des choses que la diversité et variété, puisqu'elle, la loi universelle du monde, est nécessairement semblable, publique et commune. Une de Wallerstein, de l'universalisme européen. La réalité n'est pas qu'il n'exista pas de valeur universelle globale, c'est plutôt que nous sommes bien loin de savoir en quoi consistent ces valeurs. Les valeurs universelles globales ne nous sont pas données, elles sont créées par nous. Et une d'Achille Membe, et ça rejoint une des textes de la séance où on avait lu Lilti sur l'héritage des Lumières, qui se posait la question dans son chapitre inaugural, qui est une merveille pour moi, sur comment être 18e européen après Membe. Le 21e siècle s'ouvre sur un aveu, celui de l'extrême fragilité de tous. Et donc, cette triple exergue que je trouve fondamentale dans la manière que tu as de concevoir cet ouvrage pose la question de la critique postcoloniale de l'universel de surplomb, eurocentrique, qui est la grande question de Souleymane Bachir Diagne, que Bachir Diagne prend à travers la question de l'universel latéral et que toi, tu prends légèrement différemment sur l'idée d'un universel mineur. Est-ce que tu pourras revenir dans un premier temps sur ce dialogue que tu noues avec Bachir, sur cette différence que tu fais entre l'universel mineur et lui, les liens qu'il fait avec l'universel latéral. En tout cas, ce que je trouve vivifiant, moi qui me pose les questions de l'apport des littératures de terrain à la théorie critique générale, toi, tu la poses de manière différente sur la question de l'acuité de la littérature sur la question de ces questions d'épistémo. En début de ton introduction, tu dis que la littérature est particulièrement intéressante parce que le processus de négociation entre l'individuel et le général est une caractéristique générique de la littérature. À l'universalité de l'homme et de son destin, qui est sa vie, elle doit toujours donner forme à partir d'un contexte historique concret. Procédant ainsi, elle ne regroupe pas seulement des mondes différents sur le plan épistémologique par le biais de structures mythologiques, rhétoriques et tropiques, mais génère à partir de celles-ci, dans chaque cas spécifique, une nouvelle perspective sur le monde comme tout. Et ce n'est pas un hasard si un des plus importants débats est celui de la question de la littérature monde, sur lequel on a toutes et tous été engagés. Ce que je trouve intéressant dans cette manière de penser la question entre l'individuel et le général, c'est que tu pars d'un principe enfin, qu'on n'a pas forcément l'habitude de poser en ces termes chez nous à l'âme, en tant qu'africaniste au sens large. C'est que tu pars de l'idée que l'universel eurocentré n'est plus possible et que les particularismes relativistes sont également repoussés, donc deux oppositions. Mais malgré tout, tu postules un espoir dans un universel et c'est intéressant de penser à partir d'un affect. Donc, est-ce que tu pourrais revenir sur cette notion d'espoir que tu passes malgré tout au cœur de ta recherche, d'un universel malgré tout, on pourrait dire. Ici, à l'âme, on part plutôt des terrains, donc on n'a pas l'habitude d'avoir des affects en tant que ligne théorique. Et je trouve très beau cet espoir, qui est aussi un des fondements du centre de recherche que tu as créé, par ailleurs, d'espoir dans la réparation, que je trouve particulièrement émouvant. Je vais pas être ultra longue parce que l'idée c'est vraiment de dialoguer avec toi. Tu interroges l'universalisme en tant qu'allemand à la française, qui est un universalisme un peu spécifique, et tu reprends malicieusement la devise en inversant les termes. Donc l'ouvrage est conçu en trois parties: égalité, liberté, fraternité. Où tu pars de Michel Houellebecq, Mathias Hénard, Camille de Toledo dans la partie 1, qui nous intéresse un peu moins dans ce séminaire, on va pas se mentir, pour aboutir à Leonora Miano dans la partie 3, avec la question non seulement de la fraternité, mais aussi de la sororité, en tout cas d'un nous, et de la possibilité de faire advenir une solidarité où on retrouve l'espoir que tu plaçais au cœur de ton introduction. Et donc, après avoir fait le constat d'une crise de l'orientalisme dans ta première partie, tu as des très belles pages dans ta deuxième sur Alexis Génie et l'art français de la guerre, sur les dénonciations de la colonialité
Et donc là, ça rejoint toutes nos discussions autour de Mignolo sur le prolongement d'un état de guerre de la société française. Et donc ça peut rejoindre aussi ce que fait le groupe décolonial à Bordeaux autour des discussions avec Gérard. Et tu as des très belles pages avec Cossy et Fouy sur cette grande contradiction performative de plusieurs textes post-coloniaux qui disent à la fois la colonialité persistante et dans ces romans sont également des pistes éthiques pour s'en défaire. Et donc c'est sans doute une des possibilités de la littérature de poser le constat de la colonialité, contrairement aux sciences humaines, tout en faisant advenir, dans l'espoir d'un texte, des alternatives. Donc peut-être que je peux te laisser et donc la troisième partie est autour donc des francophonies. C'est dommage que Kamala soit pas là aussi depuis Calcutta, qu'on n'a pas l'habitude d'enseigner ici. Mais on a une collègue de Pondichéry qui travaille sur les francophonies indiennes. Donc Shumona Sina de ton côté, Glissant, ça c'est pour faire plaisir à Denis qui est ici dans la salle, et Léonora Miano qui est le point d'aboutissement donc, de ton ouvrage. Donc j'ai quelques questions, mais peut-être que tu peux revenir sur le projet de ton livre, tu disais. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci, Elara, de cette présentation généreuse et amicale, je dirais. C'est un grand plaisir d'être ici. Merci, Michel, de l'invitation à vous deux dans le séminaire. Je suis très honoré d'être ici, d'autant plus que je me sens doublement exotique parmi vous. Tout d'abord, je ne suis pas du tout africaniste et pas spécialiste, si vous voulez, des sciences sociales aussi, mais je suis littéraire. Et comme tu disais déjà, et Lara, le projet du livre, chaque fois que je suis en France et que j'en parle, je m'aperçois combien c'est osé de l'avoir écrit comme ça. On pourra peut-être en reparler après. Mais tout d'abord, peut-être pour expliquer justement pourquoi je voulais écrire ce livre. C'était quoi le motif et il faut dire que le début de cette idée, c'était quand même de trouver des ressources intellectuelles contre l'ascension de l'extrême droite, qui, comme vous savez, en Allemagne devient un réel problème, comme en France, et qui de plus en plus nécessite, je pense, du côté enfin, éthique, mais aussi politique, de trouver quand même des moyens d'y répondre. Et il me semblait, dès le premier moment, que l'arme enfin, intellectuelle la plus forte dont nous disposons dans cette bataille, c'est l'universel. C'est l'idée d'universalité de l'homme et des femmes et du vivant. Et donc, il fallait absolument revenir à cette idée d'universalisme qui, tout de même, était, bien sûr, et je le savais déjà, en grande crise. Donc ça, c'est le motif politique, si vous voulez. Donc je me mettais à la recherche d'universel et j'avais lu Souleymane Bachir Diagne, donc j'étais encouragé dans le sens que je voyais qu'il y avait des alliés dans cette quête d'universel qui avaient déjà trouvé des pistes, disons, de le renouveler, de le penser autrement. Et donc, Suleiman, il est absolument essentiel pour moi dans ça parce qu'il a été au début de mes lectures et aussi du courage, en fait, de m'y lancer. Maintenant, penser l'universel en Allemagne, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Déjà, le mot das Universelle, c'est très scientifique. C'est pas du tout un mot qu'on utiliserait dans un débat politique comme ça. Ça n'appartient pas à un langage ni politique ni sociétal, je dirais. C'est parce que depuis très longtemps, depuis l'idéalisme allemand, on parle beaucoup plus d'individualité et du général, das Individuelle und das Allgemeine. Et das Allgemeine, c'est autre chose que l'universel. Ça a à faire avec l'histoire politique du mot et notamment avec l'histoire française politique du mot. Et cette histoire, elle a quand même joué un rôle très important dans la réflexion de la diversité ou différence culturelle en Allemagne. Vous savez tous que cette idée de l'universel de l'humanité, hein, c'est une idée qui a quand même été proclamée politiquement pendant la Révolution française de manière exceptionnelle et pour toute l'Europe, je dirais, pour le monde entier, hein, on le sait.
et que ça a été, disons, reçu à l'époque en Allemagne parmi ce que nous appelons aujourd'hui des intellectuels avec un enthousiasme incroyable. Donc, quand vous pensez au romantisme précoce de Jena des années 90, 1790, aux frères Humboldt, frères Schlegel, à Schiller, etc. Donc à toute la Herde, à Goethe, enfin à tout le monde en fait en Allemagne, tout le monde en était enthousiaste. Et puis vient ce qui a dû venir à cause de la répression par les forces réactionnaires en Europe, l'attaque tout d'abord des armées révolutionnaires, mais surtout, bien sûr, l'accomplissement de la révolution par Napoléon, qui porte cet universalisme maintenant devenu français en Europe. Et ce qui en est le résultat, c'est le tournant totalement réactionnaire des romantiques vers une forme de relation, je dirais, relativisme culturel allemand. Donc, toute l'histoire de la réflexion moderne et de la modernité en Allemagne se fait toujours en miroir français. C'est impensable de penser la nation allemande sans penser la nation française. Donc, et vous pouvez évidemment continuer cette histoire. C'est une histoire croisée extrêmement importante pour l'Allemagne, mais aussi pour la France. Hein. Donc, vous savez que toute la pensée allemande, comme on dit, a été reçue en France tardivement, mais avec beaucoup d'aplomb. Hegel, l'idéalisme, etc. Pensez à Ernest Renan, qui est quand même souvent cité comme le grand-père de la Troisième République, un père intellectuel de la Troisième République, qui était un grand lecteur de Hegel surtout, hein, et qui est un idéaliste et un dessus de l'idéalisme allemand. Donc, toute cette histoire-là, elle fait que penser ce qui est relatif à la culture et ce qui est universel, pour moi, en tant qu'Allemand, c'est quelque chose que je ne pouvais pas penser sans cette histoire, en fait. Et c'est important de le dire, je pense, parce que je me penche sur une lecture de textes français, de pensée francophone. Et déjà, il y a une sorte d'histoire, de tradition, en fait, de cette réception qui me met ailleurs dans cette tradition de l'universalisme français qu'est le débat en France. Et ce qui m'a intéressé, donc, surtout, c'est cette résistance d'universel dans ce que j'avais lu en langue française, parce que en Allemagne, ce qui est très simple, c'est faire allusion au relativisme culturel et très difficile de faire allusion à l'universel, qui est un débat très compliqué, qui est très lié aux droits de l'homme, etc. en Allemagne, mais qui n'existe pas, disons, beaucoup comme un débat philosophique, disons. On pourra en parler en plus long parce que évidemment il y a si l'on veut, il y a des lieux où ça se fait. L'école de Francfort, par exemple, hein, qui a beaucoup, avec Habermas, quand même maintenu l'idée d'universalisme, etc. Mais c'est quand même une tradition qui n'est pas très forte en Allemagne. Et donc il fallait redécouvrir à travers une lecture de textes et des pensées francophones. Maintenant, le faire posait évidemment la question qu'avait posée Souleymane Bachir Diagne, c'est-à-dire que on pouvait pas faire tout simplement une forme de réception d'universalisme à la française, à l'ancienne, si vous voulez, dans toute cette pensée que l'universalisme serait déjà réalisé dans la République française, etc. Mais évidemment, il y avait tout ce criticisme qui venait de l'intérieur déjà. Hein. C'est Camille de Toledo qui quand même nous renvoie à toute cette tradition de Rabelais, venant de Rabelais, en France même, où ce centralisme, cet universalisme centralisé, etc., est déjà critiqué, mais bien sûr, surtout, venant des penseurs anticoloniaux, décoloniaux ou francophones en plus général, parmi lesquels donc les grands penseurs de la première génération disons, de l'anticolonialisme, étaient quand même des universalistes très forts. Hein. Si je pense par exemple au discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, c'est un discours totalement universaliste. Ce qui m'a intéressé aussi. Donc, je suis revenu aussi à cette première critique d'une certaine forme de colonialité de l'universalisme français à travers un universalisme maintenu. Voilà. Et c'est de là que, pour moi, cette question d'universel se posait en pensant à la langue française et à l'expression de langue française toujours à un monde francophone, parce qu'on ne peut pas s'exprimer dans cette langue française sans cette contestation du centre. Et c'est ça ce qui m'a intéressé. Euh,
Maintenant, pourquoi la littérature? Bon, ça c'est toujours difficile à expliquer quand on se trouve en discussion avec des gens qui viennent des sciences dures comme les sciences sociales ou économiques, etc., la socio-histoire. Et je pense que l'importance de la littérature est notamment dans un domaine qu'on a tendance d'oublier, c'est-à-dire le domaine de la conscience. Mais évidemment, je ne parle pas d'une conscience pure, hein, comme l'avait fait Hegel, c'est-à-dire une conscience qui se retrouve soi-même dans toute sa souveraineté, etc. Mais une conscience qui est plutôt une conscience concrète, c'est-à-dire incorporée, qui a une connaissance du monde et qui exprime quand même à partir de cette connaissance toujours individuelle, située, une expérience du fait qu'il y a quelque chose comme un horizon d'humanité. Et c'est ça ce qui m'a intéressé dans la littérature. Je pense que la littérature, fondamentalement, et d'ailleurs on pourrait même dépasser, je pense, la littérature et aller beaucoup plus vers une sorte d'anthropologie narrative euh, générale, c'est-à-dire là où on raconte le fait de devoir commencer par un cas particulier pour expliquer quelque chose qui touche par les sentiments, par l'affect, par l'expérience vécue, euh, à quelque chose comme un vécu humain, c'est quelque chose de, je dirais, anthropologique de la narration. Et donc j'ai cherché des romans qui m'ont intéressé, tout simplement. C'est très éclectique, hein, donc c'est pas du tout un canon, c'est même pas le refus d'un certain canon. C'est des textes qui m'ont intéressé parce qu'ils ont eu affaire avec les devises de l'universalisme classique, hein, égalité, liberté, fraternité, que j'appelle plutôt solidarité à la fin. Et donc des textes qui me parlaient dans la production justement de cet élargissement vers un horizon d'universel. Euh, Évidemment, derrière, il y a une réflexion très théorique. Je ne sais pas si je la développe ici en venant de Erich Auerbach, hein, qui est un grand penseur de langue allemande qui a dû se réfugier parce qu'il a été persécuté par les nazis, qui est allé à Istanbul d'abord, puis à l'Institute of Advanced Study in Princeton, et qui est pour moi un des vraiment grands littéraires, si l'on veut, mais des penseurs de la culture du XXe siècle allemand et international. Et Auerbach, il a écrit un livre qui s'appelle Mimesis, oh, le titre français, Il est traduit par mimésis. et le sous-titre, c'est C'est en Occident. la représentation de la C'est ça. réalité dans l'Occident, C'est quelque ça. chose comme ça. Mm. En tout cas, il s'agit, souvent on le lit comme, Auerbach lit donc la littérature européenne à partir de la Bible et du Vieux Testament, en passant par les Grecs, hein, le grand Dépos, Exact. jusqu'à la modernité, Mm. jusqu'à Virginia Woolf. Et on le lit souvent comme la dernière grande tentative de créer quelque chose comme une représentation très hegelienne européenne du monde, c'est-à-dire une grande formation, comme si l'Europe savait donner une grande formation de la représentation du monde. Et au contraire, je pense que si c'était peut-être l'idée de départ d'Auerbach d'écrire ça, donc une certaine manière européenne d'aborder la représentation de la réalité, ce qu'il a écrit en réalité, c'est une histoire d'individualisation. C'est-à-dire, il commence par les grands récits, hein, on pourrait dire, donc le Vieux Testament et l'épos d'Ulysse, hein, le retour chez soi, etc. Mais il se termine avec une lecture de Virginia Woolf, où il y a cette scène Into the Lighthouse, où l'héroïne commence à tricoter, hein, elle tricote, et il y a quelque chose, Auerbach nous développe dans sa lecture, le fait que nous ressentons tous à ce moment-là que le fait de tricoter ouvre cette situation très banale, en fait, très, si l'on veut, donnée par hasard, même on pourrait dire, vers quelque chose, vers une expérience d'une sentimentalité qui est très humaine et générale. Et c'est ça ce qui l'a intéressé, en fait, c'est que dans toute cette grande production de la réalité dans la pensée européenne, de plus en plus, il y a une sorte d'individualisation de ce qui est l'universel. L'universel n'est plus dans le héros antique, qui est le représentant noble d'une certaine classe sociale, on dirait aujourd'hui, qui est le représentant d'un système esthétique
hein, le principe d'Aptum, on dit dans la rhétorique, qui représente donc l'humanité en soi-même, dans sa perte de soi-même, le jugement des dieux et le retour chez soi. Mais ce qui intéresse Auerbach déjà chez Ulysse, c'est cette reconnaissance d'Ulysse par la, comment on dit, âme, ma foi, dans sa servante, Ben, ça, ça hein, qui va. le reconnaît à cause d'une cicatrice qu'il a eue dans un conflit. Et cette situation de reconnaissance, en fait, c'est quelque chose qui individualise énormément, Auerbach dit, le moment de devenir humain. Donc il y a quelque chose d'individuel. Il parle de la cicatrice d'Ulysse qui reste dans cette conception européenne et qui va jusqu'à une individualisation de ce sentiment d'être humain. Et c'est ça ce qui m'a intéressé. D'ailleurs, c'est une lecture de Auerbach qu'a proposé Jacques Rancière, faudrait peut-être le dire, qui je trouve absolument convaincante. Et Rancière montre aussi comment Auerbach s'inscrit par sa théorie esthétique, quand même dans cette idée d'après-guerre, d'une forme d'individualisation contre les grands systèmes politiques, idéologiques, Mm. etc. Donc, à partir de là, ce que je voulais dire, c'est que je pense que cet universel que nous cherchons aujourd'hui, la littérature ne peut pas le proposer en termes conceptuels. Hein, la littérature ne propose jamais un discours philosophique, c'est-à-dire elle ne peut pas résoudre le problème, ce que ça pourrait être en termes concrets, que c'est universel. Elle ne pourrait pas dire c'est la liberté, c'est la fraternité pour telle et telle raison. Mais ce qu'elle peut faire, c'est proposer une forme d'expérience que cet universel existe et qu'il existe aussi en termes éthiques. C'est-à-dire que ce sentiment que nous ressentons dans la lecture est un sentiment, je dirais, coloré de quelque chose, d'un aspect d'émancipation, par exemple, d'un aspect de libéralisation ou un aspect d'ouverture, hein, donc vers la liberté. Et cet aspect éthique, il est percevable, recensable par nous tous et toutes. Et c'est là la force de la littérature. Peut-être faire un... Tu me stoppes, hein, si tu m'arrêtes si Pas je... du tout. Il y a un autre aspect qui m'a intéressé, parce que comme parmi vous, je pense, beaucoup de personnes qui sont plutôt sociologues, etc., c'est évidemment le discours sociologique sur la littérature, qui s'est intéressé beaucoup à la question de l'universalisation aussi, donc notamment Gisèle Sapiro et l'école de bourdieusienne ou post-bourdieusienne. Et je pense qu'il y a deux manières, en fait, de parler d'universel dans la littérature. Il y a cette manière de dire que ce qui est universel, ce qui est donc perçu comme universel par rapport à une littérature, à un roman, par exemple, c'est quelque chose qui est créé, hein, qui est fait, qui est produit par une sacralisation, par des processus de perception qui sont inscrits dans des politiques de pouvoir, donc des hégémonies culturelles. Hein. Donc, par exemple, un livre écrit en anglais est beaucoup plus perçu qu'un livre qui est écrit en tchèque, hein, parce qu'il y a pratiquement, il n'y a pas un nombre comparable de lecteurs, etc. Donc, toute cette question de pouvoir, en fait, qui entoure la littérature, qui crée la littérature et qui la fait visible ou non, euh, contribue à cette idée d'un universel, d'une certaine littérature. Donc c'est ça ce qui a intéressé Gisèle Sapiro avec toutes ces recherches, hein, sur comment une sorte de validité d'une littérature est créée. Hein. Elle parle toujours de sacralisation par des prix, par la perception, par les critiques, etc. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect est totalement ailleurs et vient d'une tradition qu'on pourrait peut-être appeler néo-religieuse ou post-religieuse, je dirais, qui vient de Walter Benjamin et de Auerbach, que j'ai déjà un peu expliqué tout à l'heure, et qui pense que, euh, comme Benjamin disait, à tout moment, les cieux peuvent se montrer dans la lecture. Hein, ça, c'est un terme qu'il a proposé dans ses 18 thèses sur l'histoire. C'est-à-dire que il y a une sorte d'idée messianique, en fait, d'une expérience dans la lecture. Donc, en nous lisant un texte et qu'en nous suivant, par exemple, le sort ou le destin d'une héroïne ou d'un héros d'un texte, d'un protagoniste, à un moment donné, il nous paraît quelque chose qui apparaît comme ça, Benjamin dirait presque de manière messianique, comme une révélation
sur le destin humain. Nous comprenons que ce que nous lisons nous concerne immédiatement, que c'est nous, en fait, un nous qui s'ouvre et auquel nous pouvons adhérer. Donc ça, c'est toute une autre conception qui, évidemment, se lie à une réflexion d'exégèse religieuse, etc., et qui m'importe beaucoup. Maintenant, on a souvent expliqué que ces deux manières de concevoir de l'universalisation par ou dans la littérature s'excluent. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une théorie de pouvoir, de l'autre côté, il y a une théorie d'épiphanie, si l'on veut, dans la littérature, et les deux s'excluent parce qu'évidemment, les sociologues diraient oui, c'est très bien d'avoir une forme un moment de vécu de la littérature, mais si cette littérature n'est pas visible, comment peut-elle devenir quelque chose d'universel? Et c'est une bonne question. Et tout de même, je pense que ces deux approches ne s'excluent pas du tout. Et c'est très visible dans la littérature qui s'occupe d'universel, hein, qui se lance vers une question de repenser ce qui est l'universel de la littérature. Et je pense notamment, par exemple, à un texte qui n'est pas inclus dans mes lectures ici, parce qu'il a paru après, c'est le texte de Mohamed Mbougaza, que vous connaissez peut-être, La plus secrète mémoire des hommes. C'est un texte qui est totalement informé de tout ce qui entoure la réception de la littérature africaine en France, donc la sacralisation, le refus, surtout le refus, tout le racisme que tu as montré dans un article pour les Annales qui m'a beaucoup intéressé, tout le racisme en fait du refus hein, de cette littérature africaine dont on a toujours en fait finalement proposé que ce serait du plagiat de la grande littérature européenne parce que pas assez africaine. Et Mohamed Mbougassar, qui est un auteur d'une génération qui a étudié tout ça, qui connaît bien, enfin, qui est dans le débat sur l'universel, il s'intéresse à la question de savoir, mais si je m'inscris maintenant dans ce discours sur la question ce que ça pourrait être une vraie littérature, c'est-à-dire une littérature universelle et pas africaine, mais comment le faire en tant que jeune auteur africain? Et donc, il écrit un texte de réparation, je dirais un roman de réparation par rapport à soi-même, mais aussi à nous, lecteurs, par rapport à cette question qui est très informée justement sociologiquement, mais qui évoque en nous le même sentiment que cette problématique-là, elle peut être reposée autrement par les protagonistes qu'il propose et que nous ressentons comme un autre nous maintenant que nous lisons, dans lequel nous sommes impliqués et qui propose une autre universalité. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, ces deux grandes approches que je vois dans un débat autour de la littérature monde, hein, qu'on pourrait faire encore plus grand, mais c'est deux, en fait, deux méthodes qui m'ont intéressé et je pense qu'ils ne s'excluent pas du tout. Euh, voilà, tu m'avais posé des questions sur le latéral et le mineur, mais peut-être je vais Non, peut-être vas-y, bien plutôt sûr. Et l'espoir aussi. J'aimerais et l'entendre. l'espoir, voilà. Oui, bon, l'espoir, tout d'abord, évidemment, c'est un sentiment qui est devenu indispensable. Je veux dire, comment vivre dans ce monde pré-apocalyptique, pré-guerre, pré-destruction, contre-universaliste, à tout niveau de la politique, qui se déchire sans espoir. L'espoir, c'est quelque chose qui est essentiel. Je pense que, alors là, je suis vraiment avec Hans Bloch, hein, le principe d'espoir. Principe d'espoir, c'est pas la naïveté d'être optimiste, pas du tout. C'est la nécessité de reconnaître qu'une éthique d'espoir, qui tout de même, malgré tout, nous fait faire une politique euh, contre ces effets de destruction, est totalement nécessaire et que nous pouvons toujours la mener. Et cet espoir, il peut être repris ou non repris dans la littérature. Et c'est notamment une différence que je fais entre le premier chapitre, qui s'appelle enfin, la mélancolie des hommes blancs autour de la quarantaine. Donc ça, c'est moi. Hein, depuis les 40, depuis 40 ans. De plus de 40 ans, voilà, oui. C'est un peu aléatoire. Enfin, on aurait pu dire 50 ans. Mais bon, c'est évidemment un peu ironique et je m'inclus très volontiers là-dedans parce que cette mélancolie, évidemment, j'y suis. Hein, c'est le monde tel que nous l'avons produit, c'est mon monde aussi, c'est le monde dans lequel je me trouve dans une forme de généalogie. Hein. Il y a un penseur anglais qui parle de la complicité de tous les jours avec ces destructions et nous y sommes.
Et ça crée une mélancolie incroyable. Nous ne pouvons pas échapper à ça. Toutes les richesses, tout ce que nous avons autour de nous, c'est toujours en complicité avec une histoire de violence, de brutalité, de racisme, etc. Et nous ne pouvons pas nous en échapper. Ça nous jette dans une mélancolie. Je pense qu'en Europe, elle est très visible depuis très longtemps. Ça a beaucoup à faire avec tout ce qui se passe en domaine politique. Donc, contre cette mélancolie, et il y a des gens qui font de cette mélancolie une politique de la rancune, hein, et en littérature aussi. Donc, l'auteur qui est vraiment le cas pour moi, c'est Michel Houellebecq. Et je ne vais pas en parler en long parce que j'ai plus envie de parler de Michel Houellebecq. Mais j'ai écrit un chapitre et j'essaie de montrer très clairement que c'est une pensée esthétique d'extrême droite. C'est pas un auteur qui, juste parce qu'il dit dans les journaux, est un auteur d'extrême droite, mais par la manière d'écrire son monde, il est d'extrême droite. Voilà, point. Ça, par rapport à Michel Houellebecq, c'est une écriture de rancune. Et puis, il y a une mélancolie qui essaie justement de tourner cette mélancolie par la littérature vers des formes d'espoir. Et ça, je pense que c'est des manières très responsables, enfin, qui affirment en fait cette responsabilité qui vient de cette mélancolie de proposer futur, un avenir. Et il y a deux auteurs que j'apprécie énormément, c'est Mathias Hénard et Camille de Toledo. C'est pas un hasard qu'ils soient des auteurs de ma génération et deux mecs plus ou moins blancs. Euh, mais c'est des personnes qui essaient à travers leurs ressources, Hénard beaucoup à travers le romantisme allemand, on pourrait peut-être en parler, Camille de Toledo par des jeux de forme extrêmement développés et sophistiqués, de sortir de cette prison de la mélancolie et d'offrir quelque chose qui peut peut-être nous faire espoir. Et pour les deux, je pense, la littérature en fait partie, en soi. C'est-à-dire que la littérature, c'est un domaine totalement idéaliste. Hein. Ça joue pas sur le matérialisme, sur les conditions matérielles. On ne peut pas changer le monde immédiatement par la littérature, mais on peut changer la perception du monde. Toujours, même si la littérature est en déclin et en descente et se vend beaucoup moins aujourd'hui, etc. Mais je suis toujours quand même touché, et surtout en France d'ailleurs, combien il y a encore République des lettres. Donc il ne faut pas oublier ça aussi, que la littérature joue encore son rôle dans les manières dont nous parlons du monde. Mm. Euh, Maintenant, entre en jeu évidemment la littérature francophone, parce que euh, par rapport à cette perte de soi d'Europe, elle prend position. Pourquoi est-ce qu'elle prend position? Enfin, écrire en langue française, l'on écrit, c'est-à-dire à partir du Québec, à partir des pays africains, à partir des sociétés comme en Inde, où il y a encore de la francophonie, c'est toujours se positionner dans une langue qui avait proposé un universalisme centralisé, euh, violent d'une certaine manière, parce qu'exclusif, parce que défini, parce que proposé comme universel, mais qui ne l'était jamais, qui était en fait une universalisation de soi-même. Donc, l'universalisme européen. Hein, si je parle de la France ici, c'est parce que le cas français est un cas modèle, vraiment modèle, parce qu'il est tellement lié à la langue, parce que la langue en France a statut de la Constitution, comme vous savez, et qu'elle est quand même au centre de la création de la nation française. Ça, d'ailleurs, distingue la France quand même beaucoup aussi du cas allemand. Et tout de même, je dirais que cet universalisme français, il est quand même l'universalisme à l'européen, aussi à cause de ses sources chrétiens, etc., grecs. Et donc, écrire dans cette langue, ça veut dire immédiatement se mettre dans cette revendication d'un universel et de le reformuler dans la manière d'écrire. Et Leonora Miano, par exemple, et je termine là-dessus, pour moi a été un cas extrêmement important parce que elle réécrit dans son livre, hmm, La saison de l'ombre. La saison de l'ombre, elle écrit en fait une sorte d'épopée de devenir autonome à travers cette histoire de l'esclavage, euh, en prenant le modèle du roman, qui est évidemment un modèle européen, si l'on veut, proposé, mais qu'elle détourne de sa manière en le réécrivant
par des moyens que j'essaie d'expliquer, que je ne vais pas développer ici plus loin, formels, euh, qu'elle tourne dans une autre manière de trouver un futur. Et ce futur-là, c'est pas donc et ce qui est choquant par rapport à ce roman d'ailleurs, c'est qu'elle reprend vraiment le départ de Hegel, hein, dont vous savez qu'il avait dit que l'Afrique entrerait dans l'histoire à travers l'esclavage. C'est cette histoire du maître et de l'esclave, où l'esclave prend une autre autoconscience parce qu'il n'a pas la sécurité du maître, donc il doit travailler et à travers le travail, hein, il trouve la conception de soi. Et donc, cette constellation-là, que à travers en fait l'histoire de l'esclavage, l'Afrique trouverait sa modernité, c'est le point de départ de Leonora Miano. C'est effectivement assez choquant quand on commence à lire le roman. On se pose la question, mais comment on peut reprendre l'histoire de là? Et c'est très intelligent parce qu'en fait, ce qu'elle nous explique, elle en fait une épopée à l'européenne où quelqu'un part. Hein, il part de son petit village parce que le village a été pillé par d'autres sociétés africaines et donc les gens ont été mis en esclavage. Et ce personnage part, c'est une femme d'ailleurs, ce qui est intéressant, et elle va faire son chemin, mais pas un retour vers soi-même, mais le retour vers une modernité où justement ceci, ce qui est le soi-même, le lien avec les autres, cette solidarité moderne reste à redéfinir. Elle donne un nom à ce lieu qui est Beba Idi, qui se trouve sur la côte atlantique et qui est un lieu dans les marages où on peut accéder difficilement. Des palais, oui, palétuviers. Et, donc, c'est un lieu où, en fait, cette société moderne doit se créer sans oublier son histoire, hein, sans oublier, en fait, tout ce qui contredit une modernité du nous, mais en même temps, dans cette conscience, la recréer. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est une sorte de réécriture de l'histoire d'Ulysse, évidemment, d'un- d'une histoire de se trouver, mais pas justement dans cette idée européenne du retour, hein, de retour vers soi. Et voilà, donc je vais peut-être terminer là. Oui. Je te relance juste sur quelques questions que j'avais en te lisant. Déjà, à te dire tout le plaisir que j'avais à lire ton texte, bien sûr, ça on en avait déjà discuté. Et puis te faire revenir à partir de Leonora Miano sur cette question à laquelle tu n'as pas répondu, sur la question de d'écrire depuis un lieu. Mm, Et qui pose aussi la question chez Miano de quelle minorité dans Universel mineur que tu défends dans le mm, RC. Euh, L'idée de repartir, donc le point d'aboutissement de l'ouvrage de Marcus aboutit à Leonora Miano, qui est donc le dernier texte, qui est un texte assez court, mais en même temps très fort sur la saison de l'ombre. Et la question que tu soulèves en la glosant, c'est la question d'un universel qui pourrait être fondé à partir d'un local nourricier, dit Leonora Miano. Et à partir de ce local nourricier, de faire advenir l'universel et de faire advenir le monde, la narration. Est-ce que tu peux revenir sur cette lecture que tu as de Miyano pour revenir discuter la question du mineur dans l'universel mineur et en même temps qui est une question donc des théoriciens de l'anthropologie littéraire à la suite de Karine Barber, il y a quelqu'un qui s'appelle Stephanie Newell, j'en parle tout le temps et elle a écrit un bouquin sur le Nigeria qui s'appelle Local Literary Creativity. Partir d'un point et sentir l'énergie d'un lieu et reconfigurer les théories globales hein, littéraires, en l'occurrence la question du modernisme en littérature, non pas en termes de centre et périphérie, et donc l'Afrique forcément à la marge des périphéries, mais montrer comment elle advient dans des lieux chargés en énergie littéraire, intellectuelle, créative, se mettre à l'écoute d'un lieu, donc elle en l'occurrence la littérature Yoruba au Nigeria, et voir comment les débats globaux interviennent en Yoruba, en anglais, dans ce lieu-là. Et donc, en fait, ça subvertit les questions de retard dans les généalogies littéraires parce qu'on repart d'un lieu. Et donc, ça, pour moi, c'est un peu ce que dit Miano aussi dans ce texte-là, repartir d'un lieu. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est ta grande peur qui est de ne pas retomber dans un romantisme allemand du terroir. Et comment on fait, qui serait nationaliste, on voit bien, ici on a la même question sur comment faire de l'écologie à partir d'un lieu qui soit pas le terroir de l'extrême droite. Donc on a la même question en France. Et ce que je trouvais intéressant, c'est comment tu... C'est une frontière, hein, il n'y a pas de marge, évidemment. S'il y avait
limite claire entre les deux positions, on irait tous très mieux. Mais comment toi, tu réinterroges cette question de mineur à partir de Miano en littérature et comment ne pas retomber dans cette réaction allemande de la modernité que tu nous as présentée? J'attendais le point romantisme allemand, il est intervenu dans tes trois premières phrases, donc j'étais sûre que ça... Donc c'est arrivé très, très fortement chez toi. Donc ça, c'est la première question, c'est le lieu pour penser le local qui soit pas une retombée dans le terroir. La deuxième question, c'est l'idée d'une francophonie qui nous a tous beaucoup, je pense à Virginie, nous les littéraires qui travaillons sur les littératures francophones, beaucoup intéressés, et la question du monolinguisme, de ces textes qui sont tous très monolingues dans ton approche. Est-ce que l'effectivité de la francophonie, on parle récemment, il y a eu le sommet de la francophonie qui s'est gargarisé de bientôt 60% de la francophonie sera en Afrique, d'une expansion de la francophonie qui est en décalage total avec la réalité de la francophonie, en tout cas au Sahel. Le français n'est actuellement plus une langue nationale au Niger, les réalités de ces cartes bariolées qui reprennent les cartes impériales de la francophonie sont totalement dépolitisées, surtout totalement détachées de la réalité francophone effective. Et les écrivains sont également en miroir de cela. Et en fait, il est par hasard dans mon sac, vient de paraître en 2025 dans cette très prestigieuse collection blanche de poésie, un des rares auteurs africains, Gabriel Moïné-Okoundji, donc on est tous très contents pour lui. Il a la particularité d'écrire à moitié en tégé, à moitié en français et de ne pas traduire. Et donc, cette littérature congolaise de la non, de l'hétérolinguisme en fait, au cœur de la francophonie, elle repose différemment les questions de l'universel aussi, je trouve, et du coup viennent inquiéter cette question d'une francophonie de surplomb. Et une troisième question, et t'as le droit de râler et de pas répondre à tout, est-ce que tu n'aurais pas un effet de corpus aussi dans cette pensée de la francophonie qui t'amènerait à Miano, et j'aime beaucoup Léonora Miano, mais est-ce que tu n'aurais pas mis de côté aussi des penseurs un peu plus radicaux, un peu plus agressifs, un peu plus énervés? Bougart y a répondu un petit peu, et sur la question du décolonial, euh, on s'est étonné dans ce séminaire, et peut-être ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue, d'une relative faiblesse d'un passage entre les théories d'Amérique du Sud. Ici, on a lu Escobar, on a lu Mignolo, on a lu Lugones, et des très faibles croisements avec Bachir Diagne qui réfute et qui est allé très loin récemment dans un refus des théories du décolonial, en les prenant, à mon sens, de manière assez monolithique. Mais un certain silence poli d'intellectuels comme Felwine Sarr, qui se dira pas décolonial, mais qui par ailleurs en sous-main, dans sa maison d'édition au Sénégal, Jim San, traduit Escobar, le fait passer en France via le partenariat entre Jim San et Zulma. Je vois que tu fais. Et bientôt va refaire traduire d'autres textes des coloniaux d'Amérique du Sud. Donc ce relatif faible passage des théoriciens africains du décolonial est contrebalancé par une grande énergie littéraire, cette fois-ci, qui me fait poser la question de ton corpus sur le fait que, en quelque sorte, les romanciers seraient peut-être en avance sur la théorie. Et des gens comme le modèle de Mohamed Bougarsar, qui est Yambo Wologem, dans Lettres à la France nègre, dans les années 60, 70, et d'une clarté totale sur ce qui va s'inventer dans les campus américains sur l'invention du décolonial avec le groupe Modernité décoloniale, se dit en réalité dans cette littérature hyper énervée, très engagée de Wologem, mais qui se dit aussi, par exemple, chez Elgas, et qui pose la question de l'avance possible de la littérature, et ça prêcherait pour ta chapelle littéraire. Et en t'écoutant, ça me faisait beaucoup penser à ce que tu disais dans ces narrations qui mettent en dialogue des positions contraires et qui peuvent mettre en dialogue dans la polyphonie des positions qui sont pas forcément résolues et qui seraient une des forces de la littérature de pouvoir mettre en
scène, littéralement, des pensées conceptuelles qui seraient peut-être plus ténues, plus difficiles à cerner. Et ça me fait penser à une théoricienne qui a rien à voir, qui est à Grenoble, qui s'appelle Florence Goyet, qui a un bouquin qui s'appelle Pensée sans concept, sur une théorie de l'épique comme une mise en crise des pensées conceptuelles et qui met en scène des pensées qui sont peut-être trop difficiles à conceptualiser sur le coup parce que la société est en train de vivre la crise, mais qui met en récit des positions contradictoires. Et donc peut-être que dans l'épopée, le dominant finit par gagner, mais peu importe, la pensée de la crise a été mise en scène par des antagonistes, et elle montre comment ces antagonismes, en termes de narratologie, quoi, vraiment sur des adversaires ou sont en train de penser la crise sur le moment dans la fiction. Et donc, pas forcément dans l'épopée, mais cette idée d'une pensée sans concept que travaillent aussi des gens comme Yves Citon, me semble assez intéressante pour penser les radicalités en train d'advenir, quoi. Voilà. Merci. Wow, c'est trois grandes questions. C'est à Euh, rendre aller, hein, et puis, non, on va voir. Enfin, je vais essayer de réagir. Euh, Peut-être juste commencer par ce que tu viens de dire sur les possibilités de la littérature. Donc, il y a en Allemagne un littéraire qui est très connu qui s'appelle Ottmar Ette, mm. Et Chloé Chaudet, qui a laissé toute mm, une œuvre là-dessus, hein, mm, sur les possibilités en fait du vivre ensemble proposé par la littérature. Et ça mène justement à cette idée en fait que la littérature peut superposer beaucoup de choses en même temps sans nécessairement devoir valoriser ou donner une préférence à une position ou une autre. Par rapport au décolonial, je pense que, encore une fois, je reviens à Mohamed Bougaza, hein, parce que là, je pense que c'est fait de manière vraiment poétologique, si l'on veut, et de manière conçue, qu'il nous propose justement deux modèles de réaction mm, dans son roman. Euh, donc, le modèle jeune écrivain africain qui est en France dans un milieu d'avant-garde, de réflexion, etc., et qui se décide de rentrer dans son pays africain dont il avait dû se réfugier parce que ses parents ont été tués dans un massacre, etc. Et il dit, il faut rentrer pour connaître la blessure, la vivre, trouver mon identité, la retrouver et écrire à partir de là. le modèle, c'est Blaise Dalla dans Sans capote ni Kalachnikov, qui est un ami de Boucard, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, je le sais de Mm. toi. Enfin, Mais il de le toute dit. façon, même comme modèle Mm. littéraire, je dirais Mm. que c'est un modèle proposé, tu vois. Euh, Après, il y a l'autre modèle, il y a le protagoniste hein, qui justement décide de faire le contraire, c'est-à-dire de viser une littérature qui justement euh, universalise dans un autre sens, Mhm. c'est-à-dire qui veut faire abstraction justement du soi et de l'identité pour dépasser vers quelque chose qui serait plus général, enfin, et euh, plus littérature, si l'on veut, abstraite, générale. Donc, ces deux modèles proposés discutent. C'est fait aussi de manière, c'est une histoire intercroisée qui se fait aussi à travers des lettres. Mm. Donc, justement, tout ça, je pense, est joué. Comment donc vivre dans cette position en tant que jeune activiste intellectuel, comment vivre cette situation? Comment écrire? Et je pense que c'est un peu trop compliqué d'expliquer maintenant parce que c'est un texte assez où il y a aussi cette autre histoire, évidemment, du secret d'un auteur perdu, etc., qui est cherché, et dont l'histoire est aussi racontée et qui lui-même se retrouve en Afrique à la fin, dans une situation où il va jamais écrire son grand texte, il le délaisse, etc. Donc la question finale, en fait, de savoir comment écrire, c'est presque la question shakespearienne. To be or not to be. Alors, comment écrire? Et je pense que tu as tout à fait raison que des positionnements très radicaux, très contrariés, sur cette question peuvent se jouer dans la littérature et c'est beaucoup plus possible de montrer comment ils ont une base de vie, enfin quelque chose de vécu qu'on ne peut pas toujours séparer comme dans la théorie de manière assez simple. Hein. Et je pense que généralement, c'est là un grand problème. On en discutait hier, je pense déjà un petit peu, de la perception du décolonialisme. Enfin, on parle de Mhm. tout ça comme si c'était une sorte de bloc monolithique, décolonialisme, etc. Je pense qu'il faut toujours séparer tout d'abord une réflexion
disons, philosophique ou sociologique, etc., d'un activisme militant. Ça, c'est très important. Il faut comprendre d'où les gens parlent. Hein. Donc, une pensée, je vais revenir, on peut revenir toujours par rapport à ça, je pense à Frantz Fanon, qui disait très clairement que dans une bataille anticoloniale, il y a toujours nécessité d'identité. On ne peut pas faire autrement. Si on n'a pas une identité nationale ou communautaire ou quoi que ce soit, on ne peut pas faire un combat collectif. Donc, c'est absolument nécessaire à un moment donné de se décoloniser en retrouvant une sorte d'identité très radicale. Après, Fanon disait, et ça on le lit très rarement, et je le cite toujours parce que j'adore cette phrase, cette identité est une forme de réparation, certes, il dit, une réparation de la dignité. Mais après, les gens n'ont pas encore eu le temps de réfléchir sur dans quelle société ils veulent vivre. Et ça, c'est un point très important qu'il fait. Parce Et ça, que, si je peux me oui, permettre un croisement, chez Rodbeau Criquet, donc la maison qu'on suit un peu ici par cousinage et par amitié, Spivak a parlé aussi de l'essentialisme hmm, stratégique et elle a fait paraître un dialogue avec une de ses collègues restée en Inde qui s'appelle Le sentiment de l'Inde. Et c'est sur cette question des espoirs de la question indienne dans la création d'un État au moment où elle est toute jeune adolescente et la question de l'après. Et hmm. donc ça rejoint la question de Fanon sur la question de l'essentialisme stratégique dans le combat contre les Britanniques, d'accord, et surtout la question de l'après. Et donc ce texte s'appelle Le sentiment de l'Inde et je le trouve très beau parce qu'effectivement il est en croisement avec ce que dit Fanon sur la construction d'une identité dans le combat et la question dans les campus et bien au-delà bien sûr dans les questions de militantisme politique sur une construction juste du temps de l'après. Et c'est un très beau texte, il est tout court, c'est juste une conférence, mais il pose des très beaux enjeux qui sont cousins de ce que dit Fanon. Donc ça, je pense, c'est la réflexion, si l'on veut, historiographique ou théorique. Hein. Dans les combats, ça devient très compliqué. Mhm. Enfin les combats dans lesquels nous sommes. Et je pense que, mais là, on peut évidemment en discuter, ça c'est ma position personnelle. Ça a certainement été une faute, je pense, de certains groupes stratégiques de parler dans nos sociétés toujours et de manière exclusive d'identité parce que je pense que ça a été quand même une stratégie de l'extrême droite des États-Unis. Hein. Je pense aux gens comme Huntington et d'autres, Steve Bannon, qui depuis des années 80 ont lancé cette idée d'identité, l'ont relancée. Et parler d'identité, c'était exactement leur parler dans leur veine de combat politique. Après, là aussi, les choses sont compliquées parce qu'évidemment, la légitimité de parler d'identité est toujours différente. Hein. C'est différent si je reprends une identité qui a déjà été fasciste et je la reforme et reformule, ou si je pose une identité parce que justement, elle a jamais été reconnue, par exemple. Donc, il y a des différences, mais je veux dire, stratégiquement, etc., on peut en discuter parce que je pense que ce que je vois en Allemagne, en tout cas aujourd'hui, c'est que les ressources identitaires contre l'identitarisme allemand sont très faibles parce Mhm. qu'en fait, ils parlent le même langage, si l'on veut. Mhm. Donc, la droite va dire, bah, vous êtes de notre avis, en fait. Hein, vous parlez le même interculturalisme que nous préférons, Mhm. etc. Mhm. Donc, ça pose problème. Mais je ne veux pas dire que tout est pareil. Hein. C'est pas du tout la même. Il faut toujours, quand on fait une analyse de tout ça, analyse politique, il faut bien regarder qui parle d'où et comment et pourquoi. Voilà, ça m'importe beaucoup. Donc ça, c'est pour le moment sur le décolonial, mais je pense qu'on peut évidemment ouvrir et en discuter en plus long. Mais j'aimerais bien revenir à la question du lieu ou du terroir, parce que puisque tu l'as posé, et du mineur, hein, qu'on y a lié dans notre projet. Euh, bon, on a évidemment repris le terme de Deleuze, hein, c'est pas très secret de le dire, pour une littérature mineure, hein, que vous connaissez peut-être le texte sur Sur Kafka que Kafka. Deleuze et Guattari ont écrit, Kafka pour une littérature mineure. Et l'idée dans ce texte de Deleuze-Guattari, c'est de dire que Kafka écrivait en allemand, mais c'était pas l'allemand justement de l'Empire, si l'on veut, de l'Empire habsbourgeois, mais c'était l'allemand d'une minorité qui venait du paysage en fait tchèque, du Hinterland, et qui à l'origine était juif, donc il parlait un allemand beaucoup yiddish, etc., et qui dans les écoles de Prague apprenait l'allemand, mais qui parlait un autre allemand.
Et justement, cet autre allemand de Kafka, qui est très visible hein, pour un lecteur allemand, enfin, lire Kafka, c'est lire un autre allemand, c'est lire l'allemand autrement. Et ça, c'est intéressant parce que Deleuze et Guattari disent que ce mineur, c'est un petit, donc c'est pas là où il y a le pouvoir, mais c'est un mineur qui a un potentiel. Et c'est ça ce qui nous a surtout intéressé, ce potentiel, ce devenir qui peut en résulter. Et dans le cas de Kafka, c'est une évidence. Je veux dire, Kafka a fait imploser ou exploser la littérature allemande et dans tous les sens, c'est-à-dire politique, kulturpolitisch, philosophique, dans sa manière d'écrire, dans la poétologie, dans tout, enfin, dans la question identitaire. Donc Kafka, c'est quand même une grosse, comment dire, c'est très contrarié à cette grande littérature allemande. Voilà. Et ça nous a intéressés dans les deux sens, c'est-à-dire repenser l'universel à partir de ces marges, si l'on veut, ou de ces marginalisés dans le centre. Donc il y a un aspect politique là-dedans aussi qui nous importe évidemment de dire que on peut pas repenser un universel ou un universalisme même politique sans repenser ceux qui sont pas inclus mais ce qui nous a intéressé peut-être même davantage, je dirais, c'est le potentiel. C'est-à-dire ce qui peut naître de là, cette expérience que, à partir de là, peut naître quelque chose justement d'universel, enfin un changement de la pensée. Et le cas de Kafka est un cas très présent. Et on a eu une autre réflexion qui nous a intéressés là-dedans par rapport au lieu de réflexion, c'est la microstoria qu'on a quasiment redécouvert dans ce projet. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, la microstoria a été une formation historiographique en Italie des années 70-80 qui a eu aussi après des répercussions en France avec Jacques Revel surtout et d'autres, et qui ont essayé, contre une historiographie classique marxiste du temps, aller vers le petit, vers le lieu, vers quelque chose de concret, et à partir de là, repenser l'histoire. C'est-à-dire ne pas parler tout d'abord des grandes structures, des grands développements de ce qu'avaient fait les annales, mais justement inverser le regard vers un lieu, le micro, la micro-storia, et repenser le grand à partir de là. Et par rapport à l'universel, ça nous a intéressé parce que euh, les grandes, disons, ravifications des débats autour de l'universel se basent souvent sur le texte d'Alain Badiou sur Saint Paul. Hein, Badiou a écrit ce livre magnifique sur Saint Paul où il dit que la grande idée, effectivement, chez Saint Paul, c'est cet universel qui transcende tout, qui transcende donc différence de classe, de genre, de race, de sexe, d'esclaves et maîtres, etc., etc. On peut en parler en long si ça revient vraiment aux réalités historiques, parce que nous savons que Saint Paul était quand même un sacré antisémite. Mais bon, si on peut dire ça à son temps, en tout cas anti-juif, on pourrait dire. Mais l'idée, c'est toujours que l'universel, c'est ça ce qui transcende d'en haut vers le bas et qui fait différence dans le bas à travers d'un point qui n'est pas visible d'abord. Et donc, c'est en fait une idée d'épiphanie très chrétienne, si l'on veut. Hein. Et ce qui nous a intéressé dans la microstoria, c'est inverser cette relation et de se dire, si nous ne savons pas en ce moment ce que c'est que cet universel, il faut le chercher, il faut inverser le regard et repartir d'une densité de lieux, de ce qu'il comporte déjà d'universel, comme tu disais, le global qui est déjà dedans, tout ce qui est déjà sédimenté dans ce lieu, par une sorte comment dire, de sensitivité pour ce lieu, aller vers quelque chose qui dépasse. Et ce qui est intéressant, c'est que la microstoria elle-même, dans les grands textes chez Carlo Ginzburg, par exemple, a vraiment théorétisé justement ce lien entre le petit et le grand. Comment le faire? Et leur thèse, c'était toujours que ça se fait par la narrativité, par des moyens narratifs. Donc, écrire la microstoria, c'est trouver les moyens d'expliquer pourquoi quelque chose de très concret, de très localisé, a à faire quelque chose avec la grande perception. Pourquoi, par exemple, la relecture d'un sort individuel de la Renaissance peut changer toute notre perception de la Renaissance. Et ça nous a vivement intéressés dans ce sens aussi de potentiel, Mhm. de repenser à partir de là. Et c'est pour ça qu'on a choisi le terme mineur, mais c'était pas pour ouvrir une autre école encore ou faire un turn mineur des sciences humaines. C'est plutôt pour dire
l'inversement est intéressant. Et bien sûr, quand je dis les moyens narratifs, on est encore dans la littérature, parce que c'est Mhm. exactement ce que fait la littérature. Elle part toujours d'un lieu, d'une idée concrète, de quelque chose de sédimenté pour le développer. Et quel lien tu fais avec le latéral, du coup, sur ça? Alors, le latéral, c'est quelque chose qui m'importe. Enfin, c'est l'idée de Bergson, hein, que reprend Souleymane Bachir Diagne, de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty que reprend Souleymane Bachir Diagne. Ça revient beaucoup plus à la langue, au problème de la langue. Et le problème de la langue est effectivement toujours adressé dans les deux sens. Tout d'abord, quand on parle en français, on pourra peut-être encore y Mhm. revenir après, l'universel est déjà toujours dans une réflexion de la langue française. Mhm. En même temps, qui est la langue de la clarté, la langue de la liberté, etc. En même temps, Tu es ironique, là. pardon? Tu es ironique. Oui, j'ironise. Ouais. Enfin, je reprends la grande devise de la Révolution, hein, des gens comme Rivarol. Tout ce qui Oui, n'est pas c'est clair ça. n'est pas français, Mhm. etc. Donc, euh, est encore allemand, espagnol, italien. Donc, on peut. Euh, donc, la question de la langue. Et pourquoi ce latéral est intéressant? Et je pense que Diagne, d'ailleurs, il reprend là toute une théorie qui a été développée aussi par des gens comme Barbara Cassin avec les intraduisibles. Et aussi une théorie, d'ailleurs, Barbara Cassin se base sur Wilhelm von Humboldt. Et nous voilà maintenant dans le débat du romantisme allemand qui se posait exactement la même question. Comment parler universellement, de manière universelle, générale, s'il y a la diversité des langues. Et si le français est la langue de la liberté, mais qu'elle nous occupe réellement politiquement, comment parler maintenant l'universel en langue allemande, etc. Donc, on Mais est... Barbara Cassin pense absolument pas le plurilinguisme pareil. Non. Elle a une conception de la francophonie qui est quand même extrêmement monolithique. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle reprend le problème sémantique des langues. Oui, oui, ah, d'accord. Oui, mais je vais Sur revenir à ce l'intraduisible point. et sur... Oui. oui, oui. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si je suis conscient du fait que dans deux langues, dans deux concepts, dans deux langues, il y a quelque chose de différent. Comme par exemple, c'est toujours l'exemple le plus simple, patrie et Heimat, hein, en allemand et en français, qui sont pas du tout des traductions de la même chose. Parce que Heimat, c'est beaucoup plus le chez-soi aussi. C'est quelque chose de ressenti, familial, régional, quelque chose de. C'est un sentiment d'être dans le monde. Tandis que patrie, c'est beaucoup plus un terme, je dirais, politique aussi, etc. Mais quand on les traduit, Heimat, vers le français, c'est normalement par la patrie. Maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre que dans ces traductions, il y a quelque chose de commun et il y a quelque chose de différent? Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est ce qui intéresse aussi Souleymane Bachir Diagne, parce qu'il dirait qu'il y a un tiers, un point tiers qui est en dessus, ou en dessous, ou en dehors en tout cas, Mm. qui nous permet de regarder quasiment sur les deux langues et de voir que malgré le fait qu'il y a des différences dans ces deux concepts, il y a quelque chose qui les unit. Il y a un point de commun. Et ce commun, c'est quelque chose qui est universel dans le concept d'être chez soi, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que le latéral est important, parce que le latéral nous dit qu'il y a quelque chose à travers la différence culturelle qui Mm. nous unit et que nous pouvons comprendre. Maintenant, problème que tu poses de l'hétérolinguisme. Euh, Bon, ça c'est un long débat depuis la décolonisation. Enfin, il y a le débat avec Katibi, la langue française butin de guerre. Il y a Ngugi wa Thiong'o qui disait decolonize the mind by writing in my language, Oui. in Kikuyu, and not in English. Euh, donc, la question de la langue dans la décolonisation se pose immédiatement. Et bien sûr, parce que les sujets colonisés comprennent très bien que cette langue de l'autre, qui leur est proposée comme la langue universelle, est la langue de l'autre, et une langue de pouvoir, et une langue centralisée, une langue qui implique déjà une tradition d'expliquer ce que c'est que l'universel et qui en fait partie et qui non. Et donc se pose la question, est-ce qu'on veut utiliser cette langue encore, ou est-ce qu'on veut se décoloniser dans l'esprit totalement en écrivant dans une autre langue? Et là encore, nous sommes dans le même débat, je dirais, hein. C'est le débat entre une relativisation, un aller chez soi dans sa propre culture,
D'ailleurs, par rapport aux langues, je pense que c'est une question que beaucoup de pays, même européens, partagent maintenant avec beaucoup d'anciennes colonies, si l'on veut, parce qu'une langue comme la langue tchèque ou polonaise, etc., doit se poser la même question. Est-ce que nous écrivons immédiatement en anglais ou est-ce que j'écris en polonais, hein, pour 20 millions de lecteurs? Donc cette question, elle se pose de toute façon par rapport à la globalisation. Euh, et bien sûr, il y a des romans qui essaient de jouer avec encore. Et d'ailleurs, Leonora Miano, je pense aussi, à un certain niveau, disons, aussi jouant avec, hein, en utilisant tous les termes, par exemple, pour les directions ouest, est, etc. Mhm. Elle les utilise. Elle utilise les noms propres, mais d'une manière comme Tolstoï, hein. Donc, il faut vraiment avoir une sorte d'index des noms parce qu'on se perd totalement dans le grand nombre de personnes qui Mhm. apparaissent. Mhm. Elle le fait de manière à faire fusionner certains discours. Donc, un discours indigène des gens du village avec un discours plus général et on ne comprend pas exactement qu'est-ce qui est maintenant le discours qui est localisé dans ce village et qu'est-ce que c'est que le discours plus généralisé, mais de toute façon, nous suivons ce discours. Donc, je dirais qu'il y a une sorte de citation d'hétérolinguisme qui est là, mais il y a évidemment des textes qui le font de manière beaucoup plus forte, enfin, l'écriture créole, par exemple, etc., qui se sont opposés.